Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Télé-Église. Qui sont les nouveaux grands-parents? En effet, si la joie d'accueillir un petit enfant est bien réelle, nombreux sont les grands-mamans et les grands-papas qui se posent des questions quant à leur rôle à tenir auprès de leurs enfants et petits-enfants. Nous allons aujourd'hui, et en compagnie de mes invités, nous pencher sur le rôle des grands-parents. Marie-Thérèse Erard, vous êtes de l'école des grands-parents de Neuchâtel, grand-maman de 5 petits-enfants. Qu'est-ce que l'école des grands-parents ? Alors, l'école des grands-parents, c'est une association qui a été fondée à Neuchâtel il y a 6 ans maintenant, et qui répond effectivement, en tout cas qui essaye de répondre à tous ces questionnements dont vous avez parlé, effectivement. Voilà. Jean-Michel Erard, vous êtes l'époux de Marie-Thérèse Erard, vous êtes également de l'école des grands-parents de Neuchâtel et grand-papa de 5 petits-enfants. Pourquoi s'appelle-t-elle l'école des grands-parents ? Alors écoutez, l'école des grands-parents, elle existe en Suisse romande à Lausanne et en fait elle existe dans d'autres pays. Elle existe au Canada, en France, en Belgique. Donc c'est un grand mouvement. Alors c'est vrai que le mot école peut choquer et parfois retenir. Luc Willem, vous êtes formateur en relations humaines, grand-papa de 3 petits-enfants. C'est ça. Qu'est-ce qu'un formateur en relations humaines ? Bien, c'est pas quelqu'un qui fait école, mais c'est quelqu'un qui cherche avec d'autres à comprendre ce qui se passe, tant chez nous que dans la relation. Anne Ovald Balz et Marc Balz sont depuis 13 mois grands-parents de la petite Zoé. L'occasion pour notre équipe de les avoir rencontrés chez eux l'après-midi où ils gardent leur petite fille. Reportage de Nicolas Meyer et Bastien Beziguer. Quand Zoé est née, j'ai eu l'image que nous étions les bonnes fées qui nous penchions sur le berceau de Zoé et avec plein de bonnes intentions, de vœux pour sa vie. Et je trouve que cette bienveillance, elle s'est matérialisée autour de Zoé. Depuis 13 mois, nous sommes grands-parents. Notre fille aînée a une petite fille et chaque jeudi, nous gardons Zoé. L'autre grand-maman de Zoé prend beaucoup soin d'elle aussi, beaucoup plus que nous encore. Et je trouve que c'est vraiment important ce rôle des grands-parents, des parents, pour appuyer, pour permettre aux parents de pouvoir avoir confiance dans le fait que leur enfant est bien entouré. On commence avec le sanglier, qui a une grosse dent et qui fait... Ce que ça change, c'est de réaliser que tout d'un coup, j'ai changé de génération. Je ne suis plus dans la génération des parents, ou des parents seulement, mais aussi maintenant dans la génération des grands-parents. Et pour moi, grand-père, alors évidemment, un grand-père, il a une barbe, mais une barbe toute blanche. Il est vieux, parce que les souvenirs que j'ai de mes grands-parents, ils étaient vieux, très très vieux. Et en même temps, je ne me considère pas encore totalement comme très vieux, mais quand même, j'ai basculé dans cette génération-là. Alors le cerf, lui, il a des bois très grands, et puis chaque année, il tombe. Mais ce qui change le plus, c'est de voir notre fille qui devient maman. Parce que tout d'un coup, elle a la responsabilité d'être maman, et mon regard sur elle a forcément changé ces derniers mois. Qu'est-ce qu'elle fait, grand-maman ? Allez, on va vers grand-maman. Hop, tu te mets debout ? Ouais. On va aller voir ? Tu viens vers moi ? Je me rends compte que je suis plus confiante, plus tranquille que quand j'étais maman simplement d'enfant de son âge. J'ai plus confiance en moi, en la vie, en elle, que quand j'étais mère. Je pense que j'étais plus anxieuse. Alors ça change beaucoup. En fait, comme maman, je me mettais des enjeux, des objectifs. J'avais beaucoup de pression et j'en mettais beaucoup à mes enfants. Et je crois que là, avec un petit enfant, ça me permet d'être beaucoup plus cool, quoi. J'ai pris conscience en devenant grand-parent que Zoé aurait 82 ans en 2100. Et ça a été un grand vertige. Et donc, un peu comme une évidence, avec Anne, nous nous sommes engagés dans l'association Grands-parents pour le climat. Parce que
notre comportement aura des conséquences sur ce que notre petite fille vivra tout au long de sa vie, mais qui est peut-être symbolisée par cette échéance de 2100 qu'elle verra peut-être. Ouais, puis là on change. C'est aussi pour ça que nous sommes en soutien, je suis en soutien de la famille de Zoé, parce que je pense que c'est une voie essentielle. L'entraide, les liens, le partage. Allez, bonne sieste. Ciao. À tout à l'heure. Bon, on voit bien que devenir grand-parent pose une foule de questions, comme celle que se posent aussi ces nouveaux grands-parents dans le reportage. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'ils racontent, Madame Erard? Je dirais que c'est tout à fait dans la ligne de ce que vivent des grands-parents qui le deviennent. Je trouve qu'ils sont tout à fait représentatifs de ce côté-là, de cette joie qui transparaît à travers, qu'on voit sur leur visage, en eux, des sourires, du partage avec le livre. Donc là, je trouve que c'est un très beau reportage de ce côté-là. Et vous êtes aussi retrouvé dans ces questions oui. Je retrouvais par rapport un peu mon après-midi où j'avais mon petit enfant dans mes bras. Et quand je regarde ça, je me dis, il faut aussi voir ce que les enfants nous apprennent. Et quand ils sont comme ça, ils nous apprennent à retrouver une part d'enfance en nous. C'est ça qui m'a touché. Et cette grand-mère qui dit je suis moins anxieuse aujourd'hui. Et comme si ça nous permettait d'aller au bout d'un chemin de parents jusqu'au bout. Et vous, Monsieur Erard, comment... Écoutez, je suis d'accord avec la joie qui transparaît, mais ce qui me surprend un tout petit peu, c'est quand même, c'est pas toujours comme ça. Lorsque les gens deviennent grands-parents, ils ont souvent plus peur qu'avec leurs propres enfants. Et là, j'entendais la grand-maman qui disait je me sens plus détendu, j'étais plus crispé quand j'étais parent et maintenant je me sens plus détendu. Mais c'est pas toujours comme ça. Vous, Marie-Thérèse Erard, comment avez-vous négocié ce grand virage lorsque vous êtes devenue grand-maman? Je pense qu'il y a quelque chose qui est important à dire. Lorsque je suis devenue grand-maman, j'étais encore très engagée professionnellement. Et je pense que de ce côté-là, on peut peut-être le vivre un peu moins intensément. J'ai revécu les choses, puisque nous avons maintenant un petit-fils qui a 3 ans, alors que l'aîné de nos petits-fils en a 17. J'ai revécu les choses très différemment. Lorsqu'on est plus disponible, on peut le vivre plus intensément. Par contre, je vais tout à fait dans le même sens de ce qu'a dit mon mari. Au point de vue de l'anxiété, il m'arrive, en tout cas c'est le sentiment que j'en garde, d'être parfois plus anxieuse, parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose, et on connaît moins en fait les réactions du petit enfant. D'une semaine à l'autre, quand vous l'avez, il change, et vous ne le savez pas toujours. Oui. La petite Zoé, là, elle ne marche pas encore, par exemple, enfin j'imagine, ou elle commence, mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des petits moments d'anxiété, surtout parce qu'on ne le connaît pas aussi bien que quand on l'a 24 heures sur 24. Est-ce que cette anxiété-là, vous l'avez ressentie aussi quand vous êtes devenu grand-papa, Luc Willem? J'ai l'impression d'un basculement, quand même. Comme le grand-papa le disait, on passe dans un autre monde, dans une autre génération. Et puis c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis c'est en même temps, peut-être ce qu'on aurait souhaité de plus cher, c'est que nos enfants puissent eux-mêmes avoir une vie qui leur convienne. Et puisque c'est avec des enfants, eh bien, on partage ça avec eux. Alors là, Marc Baltz dit une chose aussi par rapport à l'image qu'il avait du grand-papa, bien grisonnant, avec une barbe, etc. Est-ce que vous aviez aussi, comme ça, un modèle de grand-parentalité, Monsieur Erard? Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un modèle de grand-parentalité. Mon grand-père est mort relativement jeune, mais j'ai quand même eu
l'occasion de vivre avec lui lorsqu'il travaillait encore. J'ai pu même l'aider un tout petit peu dans son travail. Et puis, j'ai passé des moments de vacances. On ne nous gardait pas. Il n'y avait pas de garde des grands-parents. Aucun de mes grands-parents ne nous a gardés. Mais par contre, alors, j'ai des souvenirs de rituels avec mon grand-père et des souvenirs aussi des déjeuners au lit. Actuellement, je déteste déjeuner au lit, mais là, j'appréciais de déjeuner avec mon grand-papa au lit. C'est autre chose. Alors, une question bien triviale. Est-ce qu'il existe des grands-parents, idéaux? Marie-Thérèse Erard. Je pense que tous les grands-parents sont idéaux. Moi, je dirais. Parce que tous les grands-parents, en tout cas, beaucoup de ceux qu'on a autour de nous, essayent vraiment d'être des grands-parents au mieux. Ils font beaucoup. Donc moi, je dirais que tous les grands-parents sont idéaux, j'ai envie de dire. Est-ce que, comme le dit aussi cette jeune grand-maman dans le reportage, Anne Ovald-Balz, le fait de créer des liens, d'être un soutien pour la famille, c'est ça finalement, être grand-parent maintenant? Je pense que c'est quand même très important. Il y a beaucoup de besoins chez les parents, parce que les vies sont compliquées quand même. Et donc, les grands-parents sont quand même beaucoup sollicités. Ils sont sollicités alors qu'ils travaillent souvent quand même. Et donc, c'est vrai que c'est une nécessité de peut-être aider aussi les parents à prendre un peu de recul. Parce que pour vivre les liens, il faut un peu d'espace. Et vous disiez bien, quand je travaillais, j'avais moins d'espace que par la suite. Et dans votre école, par exemple, quelles sont les questions qui reviennent tout le temps quand vous accueillez les grands-parents qui vous sollicitent? Les questions qui reviennent sont beaucoup liées à la transformation extrêmement rapide de la société. Au jour d'aujourd'hui, les choses ont énormément changé entre ce que nous avons vécu en tant que parents avec nos propres enfants et ce que vivent nos enfants avec leurs propres enfants. Et les questions qui se posent tournent beaucoup là autour. Je pense aux nouvelles technologies, par exemple, qui sont vraiment, qui n'existaient pas lorsque nous avons eu nos propres enfants. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui revient beaucoup, mais beaucoup d'autres choses aussi, parce que comme le disait Luc Willem, la vie d'aujourd'hui, elle est assez trépidante pour les jeunes parents. Les femmes sont très engagées professionnellement, peut-être encore plus maintenant qu'à notre époque. On l'était peut-être déjà, mais moins. Et ceci change énormément dans la vie familiale. Ce qui fait que chez les grands-parents se posent énormément de questions. Les questions du sommeil, par exemple. Les grands-parents s'étonnent que les petits-enfants ne dorment pas toujours beaucoup parce qu'il faut les réveiller tôt le matin pour aller, par exemple, les amener à la structure de garde ou le soir, comme les grands-parents travaillent beaucoup, ils veulent voir leurs enfants. Donc, tout ça, ce sont des questions, mais qui sont beaucoup liées au changement de société. Oui. Voilà. Et comment ils appréhendent ces changements, tous ces grands-parents, avec beaucoup d'anxiété, de peur Comment vous les ressentez, vous, qui êtes aussi un grand-papa? Non, je ne dirais pas qu'ils ont trop peur de ces changements, mais c'est vrai qu'ils ont envie, comme on l'a vu dans le film, ils ont envie d'être un soutien aux parents. Et on le sent ça très fort. Et ils ont envie de bien faire aussi par rapport à ça. Et c'est effectivement une condition extrêmement importante pour garder des liens entre les 3 générations. Et comment les aider à assumer leur rôle? Parce que vous faites des formations, vous donnez des formations sur ce thème-là. Qu'est-ce que vous leur apportez comme outil? Je crois qu'une des premières choses, c'est déjà d'avoir un temps où s'arrêter pour réfléchir. Un temps où on essaye d'avoir de bonnes questions aussi, qui nous permettent par exemple de sentir qu'est-ce que je vis dans ce rôle de grand-parent. Parce que très souvent on reste dans les faits, dans les situations, et on ne va pas jusqu'à se demander mais où est-ce que je suis touché là-dedans? Et puis je pense que c'est aussi un rôle qu'on peut avoir avec nos petits-enfants, leur apprendre à nommer ce qu'ils vivent émotionnellement. C'est aussi une chose qui peut les aider, eux, à progresser. Je trouve que les enfants d'aujourd'hui sont plus compétents de ce côté-là
que nous l'étions quand nous étions enfants, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se dessine entre la relation entre le parent et le grand-parent. Vous le constatez aussi au travers de votre expérience personnelle ou bien en parlant avec les autres. Marie-Thérèse Erard? Alors oui, les liens effectivement entre les parents et les grands-parents, c'est le grand enjeu, je dirais. Les liens avec les petits-enfants sont relativement faciles. Les liens avec les parents, c'est un enjeu extrêmement important. Et là, je parlais tout à l'heure des changements de société. C'est vrai que ce qui étonne les grands-parents peut éventuellement les amener à peut-être faire des remarques inopinées, des choses comme ça. Donc il faut que les grands-parents prennent effectivement du recul, comme l'a expliqué Luc Willem, prennent un temps de réflexion et se disent finalement, oui, les choses sont comme ça, mais je dois essayer de le comprendre et je dois essayer effectivement de soutenir. Mais c'est très questionnant pour les grands-parents. Mais apprendre à ne pas faire de remarques intempestives, parce que c'est très mal pris par les parents, ce qui est normal. C'est eux qui ont la responsabilité. Donc les grands-parents doivent souvent se positionner un petit peu en arrière-plan. Ils peuvent être au premier plan lorsqu'ils sont avec les petits-enfants, tout en respectant l'éducation ou les lignes éducatives données par les parents, mais ils doivent être en deuxième rang ou en arrière-plan lorsque la famille entière, les 3 générations, sont réunies. Alors ça, c'est un aspect très très important et fondamental. Et puis j'ai lu aussi dans votre site internet, c'est qu'il n'y a pas que cet aspect-là qui peut poser aussi un problème. C'est qu'il y a, comment dire, les grands-parents peuvent se sentir fatigués plus rapidement. Certains ne voient pas assez leurs petits-enfants ou trop. Comment occuper les petits-enfants. Donc il y a aussi une forme de surcharge aussi pour les grands-parents. Parce que comme la société devient beaucoup plus très évidente, forcément, voilà, tout le monde se met à courir et on a tous des agendas bien remplis. Alors, comment ça se passe, par exemple, par rapport à cette discussion-là, quand les grands-parents viennent avec ces soucis-là, Luc Willem? C'est à ce moment-là qu'il y a une épreuve de vérité à avoir et que si on arrive à s'arrêter suffisamment ensemble pour faire le point, regarder comment nos valeurs sont différentes et puis comment on peut les conjuguer, eh bien, il peut ressortir de ça quelque chose de magnifique qui est une nouvelle manière de vivre les choses. Moi, je vois des familles qui vraiment recomposent leurs liens autrement. Et c'est une vraie aventure, du coup. Alors ça peut être une aventure très belle et puis quelquefois ça peut aussi être très triste être un petit peu difficile. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de personnes qui n'ont pas réussi à dépasser certains conflits avec leurs enfants, par exemple, et puis voilà, qui se sont peut-être enlisés dans une problématique beaucoup plus grande? Ce que je dirais, disons, c'est par rapport à ce que vient de dire M. Willem, je pense que ce temps d'arrêt, il est marqué dans le calendrier. C'est le moment des changements d'année scolaire quand les petits-enfants sont plus grands. Quand ils sont plus petits, il faut respecter ce calendrier aussi, c'est-à-dire que se donner un moment dans l'année où on rediscute la garde, on rediscute son engagement, parce que les choses changent. Nos enfants demandent peut-être plus, les grands-parents vieillissent aussi un peu, on peut être un peu malade, on peut être un peu fatigué. Donc je crois que c'est nécessaire, ce temps d'arrêt que propose M. Willem, il est extrêmement important. Et je dirais qu'il faut presque le fixer dans le calendrier, donc au moment de la fin d'année scolaire. Alors, même s'ils ne vont pas à l'école, après, par la suite, c'est un moment très privilégié. Et se reposer des questions, de se dire combien de temps je peux donner. Et il ne faut pas oublier que, à côté de la garde qu'on propose, il y a des tas d'imprévus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a tout à coup un enfant malade qu'il faut prendre en charge. Il y a tout à coup de gros imprévus et ça prend encore sur le temps des grands-parents, mais sur leur énergie surtout. Et ça, c'est quelque chose aussi. J'aime bien ce que vous dites, hein, il faut des temps réguliers. Il y a aussi des temps privilégiés. Hein, je pense après des vacances, de faire le point ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau chez nos petits-enfants, aussi nos questions. Hein. Ça peut être quelque chose qui est très mobilisateur
pour nous et puis aussi pour nos enfants, parce qu'ils doivent composer avec notre regard. Ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'il n'y a pas que la garde. Il y a des moments privilégiés qu'on peut avoir avec ces petits-enfants. Ça peut être aller les voir faire un match de hockey, ça peut aller les voir, les conduire à la piscine pour apprendre à nager. Il y a des tas d'autres activités qu'on peut faire et qui ne se font pas forcément dans la garde, parce qu'on les a tel jour, mais c'est à un autre moment que se passe un certain nombre de choses et où on peut avoir un contact avec nos petits-enfants, vivre quelque chose avec nos petits-enfants qui est double, hein. C'est-à-dire que nous on le vit profondément, mais alors les petits-enfants le vivent aussi, hein. Et nous qui avons des grands petits-enfants de 17 ans, je dirais qu'on récolte les fruits qu'on a semés, hein. Mais alors comment vous faites quand vous avez plusieurs petits-enfants, par exemple comme dans votre cas, 5 petits-enfants, vous répartissez comment votre temps? Alors, pour les 4 plus grands, nous n'avons pas fait de garde lorsqu'ils étaient petits. Nos enfants ont cherché d'autres structures de garde, d'autres moyens de garde, parce que tout simplement, on était en pleine activité professionnelle et ce n'était pas possible. Et par contre, effectivement, on pouvait faire d'autres choses pendant les vacances, mais relativement peu. Par contre, plus tard, ils aimaient beaucoup être les 4 ensemble. Ils s'entendaient très bien et on profitait souvent des vacances pour les avoir pendant quelques jours. Et là, vivre effectivement des moments très forts et des moments de partage effectivement importants. Pour le plus jeune que nous avons maintenant, donc qui est petit, là, c'est une garde qui est à la demande, et ça c'est une très grande richesse, c'est-à-dire que ses parents ont aussi mis en place un autre système de garde. Je pense qu'il y a un danger, il faut faire attention pour les grands-parents, lorsqu'ils sont le seul système de garde. Il faut que les grands-parents réfléchissent lorsqu'ils s'engagent, lorsque le petit enfant arrive, parce que s'ils sont le seul système de garde, il faut penser, est-ce qu'on pourra encore avoir des vacances ? Parce qu'une fois que les parents comptent sur ce système de garde, c'est difficile de revenir en arrière. Ils comptent vraiment dessus. Ils n'ont pas d'autres possibilités. Donc il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir aussi à la maladie, effectivement. Si un des 2 conjoints tombe malade, qu'est-ce qui va se passer ? Donc il y a vraiment plein de questionnements, effectivement au départ. Et les grands-parents sont parfois tellement contents de devenir grands-parents, ce qui est normal. Parfois, ça correspond aussi au moment de la retraite, donc on s'engage à plein. Mais il faut vraiment essayer de prendre du recul et de se dire qu'est-ce que ça implique, cet engagement. Et parce qu'il y a une vie à côté, comme le disait tout à l'heure. Il y a effectivement une vie à avoir à côté, et c'est une grosse responsabilité lorsqu'on s'engage vraiment, disons, dans la garde. Il faut savoir que l'implication des grands-parents en Suisse est extrêmement importante. Il vient de sortir les statistiques de l'OFS. 40% des parents sont engagés au moins, des grands-parents sont engagés au moins une fois par semaine. Et ça varie pour 20%, entre 1 et 9 heures. Et un grand-parent sur 5, un couple de grands-parents ou l'un ou l'autre des 2 grands-parents, 1 sur 5 s'engage 20 heures, voire plus. Ce qui est donc, énorme. Ce qui est vraiment important. Et il faut, même si les grands-parents se sentent très en forme, à des âges 60, 65 ans, les choses peuvent tourner extrêmement rapidement. Donc, il faut avoir cette conscience-là, même si c'est absolument merveilleux d'être grands-parents, que ça nous booste, que ça nous apporte plein de joie. Il faut prendre ce temps de recul, en parler avec les enfants. Alors, certains grands-parents nous ont rapporté, ils le font avant la naissance, ils nous en parlent. Avant la naissance, ils partagent avec leurs enfants, voilà ce qu'on peut faire, c'est important. Comme quoi le dialogue, maintenir le dialogue avec les enfants, c'est très important. Donc, on arrive à la fin de notre émission. J'aimerais juste encore vous poser une question à tous les 3. La transmission dans tout sexe, si vous avez envie, par exemple, vous, Monsieur Erard, de transmettre à vos petits-enfants?
Bah, écoutez, moi je leur ai transmis, parce qu'il y en a qui sont grands, qui sont presque adultes. Donc je crois que je leur ai transmis en tout cas l'amour du sport, le respect, le partage. Je crois que c'est des valeurs importantes. Et effectivement, on partage beaucoup de temps ensemble pendant les vacances, parce que nous, on est peut-être maintenant, on est à la retraite, donc on a un peu plus de temps. Par contre, eux sont en plein boom, en plein travail ou en études, et eux ont moins de temps. Mais c'est vrai qu'on profite beaucoup pendant les vacances. Et vous, Madame Erard, qu'est-ce que vous voulez transmettre en très peu de mots à vos petits-enfants? Des choses qui sont particulières aux grands-parents, c'est-à-dire partager avec eux ce qui est de notre propre histoire, par exemple, ou je sais pas, je pense à des choses de cuisine. C'est toujours particulier chez les grands-parents, ou des jeux. Les petits-enfants qui viennent chez nous aiment beaucoup retrouver les jeux qui étaient ceux de leurs parents. Et là, il y a une transmission et ils s'inscrivent dans le lien familial. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Et pour vous, Luc Willem? Je crois que c'est un regard qui sait prendre les petits comme ils sont, simplement. Merci Luc Willem d'avoir participé à notre discussion. Merci à vous, Madame Erard, et à Monsieur Erard. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. À tout bientôt dans Télé-Église.